Ma sœur pensait que j'étais endormi. C'est cette partie qui me fait encore rire. Elle a attendu que les lumières soient éteintes, que la maison soit silencieuse, que le silence s'étire juste assez longtemps pour se convaincre que j'étais hors de portée. Puis elle s'est faufilée dans ma chambre. Elle pensait que je n'entendrais pas le léger craquement du parquet près de ma commode. Elle pensait que je n'avais pas remarqué ses questions étranges, sa fausse sollicitude, son intérêt soudain pour le coffre-fort dont je ne lui avais jamais parlé, mais je l'avais fait. Et quand elle a ouvert ce tiroir, s'attendant à trouver la clé, ce qu'elle a vu là arrêté net. Elle ne l'oubliera jamais. Parce qu'à ce moment-là, couverte de paillettes et de mensonges, elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Je n'étais plus la grande sœur naïve dont elle se souvenait. Et cette fois, elle avait choisi la mauvaise personne à trahir. Tout a commencé par un appel téléphonique un mercredi à 19h30. Le genre de moment précis qui se loge dans votre mémoire comme une écharde. Sœurette, je peux rester un peu chez toi. La voix de Brooke était plus douce que d'habitude, presque enfantine. Je n'avais pas entendu ce ton depuis que nous étions enfants, rentrant en douce à la maison après le couvre-feu. Elle n'a pas donné beaucoup de détails. Elle a dit que son bail était terminé, que son travail avait pris fin, et qu'elle avait juste besoin de quelques semaines pour se remettre sur pied. Elle parlait vite, comme si elle ralentissait, j'aurais le temps de dire non. Je n'ai pas dit non. Malgré tout les années de distance, les sorties dramatiques, le chaos financier qu'elle laissait derrière elle chaque fois qu'elle disparaissait de ma vie où je me souvenais encore de la petite fille qui partageait mon lit superposé, qui pleurait quand je m'écorchais le genou, qui me tressait les cheveux en fredonnant faux. Alors, j'ai dit oui. 2 jours plus tard, elle est arrivée en Uber, traînant 2 valises surdimensionnées et un ouragan émotionnel derrière elle. Ses cheveux étaient fraîchement éclaircis, ses ongles impeccablement faits, et son téléphone vibrait constamment de notifications qu'elle écartait. Cet endroit est toujours exactement le même, a-t-elle dit en entrant dans mon entrée et en tournant lentement, une pointe de nostalgie dans la voix. Ça sent l'eucalyptus et l'argent. Elle le disait pour plaisanter, mais les mots ont mal atterri. Comme tout ce que Brooke disait, cela équilibrait parfaitement le charme et la condescendance. J'avais déjà débarrassé la chambre d'amis. Drap propre, serviettes fraîches, un petit panier de bienvenue avec de nombreux articles de toilette que j'avais ramassés lors de mes voyages de travail. C'était quelque chose que je faisais par habitude, faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, pris en charge. Je n'ai réalisé que plus tard que les gens comme Brooke interprétaient la gentillesse comme de la vulnérabilité. Les premiers jours se sont bien passés, presque agréablement. Nous avons bu du vin sur le porche, rattrapé les potins familiaux. Elle a complimenté mes coussins, ma cafetière à piston, l'ambiance calme de la maison, mais elle n'a jamais déballé ses affaires. Elle gardait une valise à moitié zippée près de la porte. Prête ? À la fin de la semaine, les questions ont commencé. Est-ce que tu gardes de l'argent liquide à la maison ? A-t-elle demandé en remplissant le lave-vaisselle aussi naturellement que quelqu'un demandant si j'aimais le lait d'avoine. Que se passe-t-il si tu oublies la combinaison de ton coffre-fort ? J'ai vu un serrurier dehors l'autre jour. Tu as peur que quelqu'un y pénètre. Chaque fois, j'ai balayé ça, mais mon estomac se serrait un peu plus à chaque conversation. Elle n'était pas curieuse. Elle calculait. Et quand je suis rentré un après-midi pour la trouver assise sur le sol de ma chambre, prétendant chercher des coupures d'ongles, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Brooke n'était pas là pour se retrouver. Elle était là pour trouver quelque chose de précieux. Et je commençais juste à réaliser à quel point il était dangereux de laisser sa famille revenir sans vérifier ce qu'elle apportait avec elle. Les questions ne se sont pas arrêtées. Elles sont devenues plus créatives. Combien vaut cet endroit maintenant ? A demandé Brooke un matin autour d'un café, remuant sa cuillère dans la tasse que je possédais depuis mes études supérieures. J'ai vu une annonce sur Zillow pour une maison dans le coin. 1,2 million. Tu pourrais probablement vendre celle-ci plus cher. J'ai haussé les épaules. Je ne vends pas, toujours, a-t-elle souri. C'est bien de savoir que tu es assise sur une mine d'or. Le même après-midi, je l'ai surprise en train de traîner dans le couloir près de la porte de mon bureau, que je gardais toujours fermée. J'admire juste la couleur de la peinture, a-t-elle dit rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Sauge ? Raté. Ce n'était pas le cas. Ça s'appelait Tempête lointaine, et je l'avais choisi parce que cela me rappelait le calme juste avant que quelque chose ne se brise. À la fin de sa 2e semaine, j'avais un décompte mental. 5 commentaires décontractés sur l'argent. 3 ouvertures de portes accidentelles.
2 fausses courses qui se sont terminées par son retour de nulle part en particulier. Un moment inoubliable où elle a demandé, sans ciller, si quelqu'un mourait subitement, comment le proche parent entrerait-il dans le coffre-fort? Celle-là m'a arrêté en plein repas. Elle a ri immédiatement. Détends-toi. C'est juste une hypothèse. J'avais regardé ces documentaires sur la criminalité, mais j'avais travaillé trop longtemps dans les audits d'assurance pour rejeter les hypothèses. Dans mon monde, c'était des feux rouges avec des paillettes dessus. Et puis elle a posé la question qui m'a tout dit. Et, a-t-elle dit avec nonchalance en faisant défiler Instagram, où gardes-tu cette petite clé en laiton que tu avais sur ton trousseau? Celle avec le logo de la couronne? Tu te souviens de ça? Je me suis figé. Cette clé n'était plus sur mon trousseau. Je ne l'avais pas utilisée depuis des années, mais je savais exactement où elle était, nichée dans un sachet de velours, cachée au fond de ma commode, collée sous un faux fond dans le tiroir. Je ne l'avais dit à personne. Même pas à Brooke. Même pas quand nous étions proches. Alors, comment savait-elle? J'ai hoché lentement la tête. Je ne l'ai pas vue depuis des lustres. J'ai menti. Elle a souri, ses yeux toujours rivés sur l'écran. Bizarre. Je jure que je l'ai vue dans ta chambre il y a quelques jours. J'ai dû l'imaginer. Elle n'imaginait rien. Elle fouillait. J'ai passé le reste de cette nuit à parcourir ma propre maison comme si c'était un territoire ennemi. Vérifiant les tiroirs, vérifiant les placards, cherchant des empreintes de pas qui n'appartenaient pas. Je n'ai rien trouvé hors de place. Pas encore. Mais j'ai senti quelque chose changer. L'air dans ma maison avait changé. Les murs semblaient plus fins. Ma respiration était plus lourde. C'était le sentiment d'être observé, pas par un étranger, mais par quelqu'un qui m'avait une fois appelé sœur. C'est là que j'ai arrêté de me demander si Brooke ferait quelque chose et j'ai commencé à me préparer à quand elle le ferait. Je ne dormais plus beaucoup. Chaque nuit, je restais au lit, écoutant les craquements, les mouvements, tout ce qui n'allait pas. Et un mardi soir, juste après minuit 40, je l'ai entendu. La ventilation de ma chambre transporte le son, un vieux défaut architectural qui n'avait jamais eu d'importance jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, elle a transporté une voix. C'est Brooke. Elle était en bas, marchant doucement sur le parquet. Je le savais au rythme de ses pas et au léger tapotement de ses extensions d'ongles contre son téléphone. Puis est venu le murmure, juste assez fort, juste assez clair, oui, elle a un coffre-fort. J'ai vu le dossier avec le testament et ses bordereaux bancaires. Je me suis assise lentement dans mon lit, le cœur battant. Elle a fait une pause. Non, elle n'a aucune idée. Soit elle dort, soit elle fait semblant de s'en foutre. Je prendrai la clé demain soir quand elle sera à son cours de yoga. Je n'allais pas aller au yoga demain soir. J'ai attrapé mon téléphone, désactivé le mode avion, et ouvert l'application mémo vocale. J'ai appuyé sur enregistrer. Brooke a continué de parler. J'ai vu qu'elle tapotait le dos du tiroir quand elle l'a ouvert. Je pense que c'est collé là-dessous ou quelque chose comme ça. Je vérifierai doublement, mais une fois que j'aurai cette clé, c'est fini. Il doit y avoir de l'argent, des documents, des bijoux. Au pire, je peux vendre des informations. Vendre des informations. J'ai senti un frisson me parcourir comme une vague. Pas juste de la trahison. Une trahison préméditée, organisée, vendue au profit. La personne à qui elle parlait n'a pas dit grand-chose, juste des « occasionnels » ou « garde ça secret ». J'ai reconnu la voix, cependant. Travis, son ex-intermittent, celui qui avait volé la carte de crédit de notre mère et avait blâmé un pirate informatique. « Donne-moi un jour de plus », a-t-elle murmuré. « J'aurai tout ce dont nous avons besoin. » Puis le silence. J'ai arrêté l'enregistrement et glissé le téléphone sous mon oreiller. Je n'ai pas bougé pendant 5 bonnes minutes, j'ai juste écouté les craquements familiers de ma sœur remontant l'escalier, passant devant ma porte, s'arrêtant une seconde devant ma chambre. J'ai gardé ma respiration régulière, comme si j'étais endormi. Le parquet a craqué, puis elle s'est éloignée. J'ai regardé le ventilateur de plafond, mes doigts serrant le bord de la couverture. Il n'y avait plus de doute. Brooke ne cherchait pas d'aide. Elle étudiait la maison comme s'il s'agissait d'un travail. Elle me voyait comme une opportunité, une cible, une grande sœur au cœur tendre dont elle pouvait voler, vendre et disparaître. Mais elle avait fait une erreur. Elle pensait que j'étais juste une employée de bureau avec un compte d'épargne.
Elle ne savait pas que la moitié de mon travail consistait à enquêter sur des personnes exactement comme elle. Des gens qui pensaient être intelligents, prudents, invisibles. Des gens qui n'auraient jamais imaginé que la personne qu'ils ciblaient avait déjà appuyé sur enregistrer. Demain, elle chercherait la clé. Mais j'attendrais avec quelque chose de bien mieux. Au lever du soleil, le plan se formait plus vite que le café qui dégoulinait dans ma tasse. Je ne voulais pas me venger. Je voulais des preuves. Des preuves indéniables, scintillantes, inoubliables. Si Brooke voulait jouer salement, elle allait apprendre à quel point mes pièges pouvaient être propres. Premièrement, la clé. À 5h15, avant que Brooke ne se réveille, j'ai retiré la clé en laiton de sa cachette, décollant soigneusement le ruban adhésif sous le faux fond du tiroir. Je l'ai placé dans un nouvel endroit, le fond de mon tiroir à bazar de cuisine, sous un enchevêtrement d'élastiques et de coupons expirés. Un endroit tellement ennuyeux, tellement banal, qu'elle n'y penserait jamais. Deuxièmement, l'appât. J'ai créé une fausse clé, une vieille clé de valise qui ressemblait suffisamment pour passer sous une lumière faible. Je l'ai collée à l'endroit exact où se trouvait la vraie. Troisièmement, la surprise. Cet après-midi-là, pendant que Brooke était partie se promener, ce que je soupçonnais fort être un code pour repérer les caméras de sécurité de mes voisins, j'ai conduit dans un magasin de fournitures de fête dans 3 villes plus loin. La vendeuse, une adolescente aux cheveux roses et sans aucun jugement, m'a aidé à choisir un petit canon à confetti et un pot de paillettes ultra fines, le genre utilisé pour les loisirs créatifs qui ne quittent jamais vraiment votre peau. J'ai souri quand elle a enregistré la vente. Fête d'anniversaire, a-t-elle demandé. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. De retour à la maison, je me suis mis au travail. J'ai vidé le canon à confetti, remplaçant les morceaux de papier par un mélange de paillettes argentées et dorées. J'ai ajusté le mécanisme à ressort pour se déclencher avec juste assez de pression, spécifiquement la pression de quelqu'un qui fouille au fond de mon tiroir. L'installation a demandé de la précision. J'ai niché le piège dans le deuxième tiroir de ma commode, le même tiroir que Brooke avait déjà fouillé. J'ai réglé le déclencheur juste après la fausse clé. Puis je l'ai testé avec une cuillère en bois. Boum. Une glorieuse explosion de paillettes est tombée comme une tempête disco. Ça a brillé dans l'air, sur mon tapis, sur ma chemise. J'ai ri, puis j'ai passé 20 minutes à aspirer. Satisfaite que ça marche. Enfin, j'ai installé la caméra, une caméra compacte à détection de mouvement que j'avais depuis un voyage de travail. Je l'ai positionnée entre 2 livres sur ma table de chevet, parfaitement inclinée vers la commode, cachée à la vue de tous. Elle capturerait tout, son entrée, sa fouille, l'explosion de paillettes, et j'espère son visage quand elle réaliserait qu'elle avait été prise. Au moment où Brooke est rentrée, fredonnant et agissant comme si elle n'avait pas comploté un cambriolage, tout était de retour en place. Elle n'avait aucune idée que la pièce qu'elle s'apprêtait à cambrioler avait été transformée en scène de crime, attendant un titre, et je n'avais aucune intention de dormir pendant ce temps. La maison était sombre, toujours silencieuse, sauf que je ne dormais pas. Je suis resté au lit, entièrement habillé sous les couvertures. L'écran du téléphone atténué, les yeux fixés sur la ventilation qui transportait le son du couloir. Mon cœur battait régulièrement, ma respiration même était pratiquée, mesurée. J'avais déjà fait du travail de surveillance, bien que jamais dans ma propre maison, et jamais sur quelqu'un qui partageait autrefois mon nom de famille. 2h07 du matin. Le parquet a craqué devant ma porte une seule fois. Suffisamment. Elle était là. L'application caméra de mon téléphone s'est allumée. Le capteur de mouvement s'était déclenché. J'ai regardé le flux flou en vision nocturne. Ma porte de chambre s'ouvrant lentement, sans bruit, juste quelques centimètres. La silhouette de Brooke est apparue, enveloppée dans les ombres, prudente et silencieuse comme un chat qui a déjà fait ça. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Je pouvais presque entendre ses pensées, est-elle réveillée? A-t-elle pris un médicament? A-t-elle déplacé la clé? Elle est entrée. Mon pouls a ralenti. Pas par calme, mais par concentration. Brooke bougeait avec détermination. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à mon lit. Elle est allée directement à la commode, a ouvert le tiroir du haut. Puis le deuxième, son corps bloquant la plupart de la vue, mais j'ai vu sa posture changer, sa main droite se dirigeant vers l'arrière. J'ai retenu mon souffle. Clic, boum. Le canon à paillettes a explosé avec un éclat qui a résonné comme un éternuement de l'univers. L'argent et l'or ont fait éruption dans un nuage en forme de champignon scintillant,
la couvrant d'un chaos réfléchissant la lumière. Son cri était mi-étouffé, mi-sauvage, comme un raton laveur pris au piège. Je me suis redressé dans mon lit avec une confusion calculée. Brooke? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les lumières se sont allumées. Et là, elle était. Des paillettes s'accrochaient à ses cils, collaient à ses lèvres, incrustées dans son cuir chevelu comme 1000 petites étoiles. Son pyjama, de la soie noire. Bien sûr, nous sommes maintenant une boule disco d'humiliation. Elle est restée figée à côté de mon tiroir ouvert, tenant la fausse clé comme si elle pouvait encore la sauver. Serette, aussi. Je pensais avoir entendu un bruit, bégaya-t-elle. J'ai écarté les jambes du lit, plissant les yeux comme quelqu'un qui venait d'être arraché à un sommeil ambiant. Un bruit? Dans ma commode? Elle a cligné des yeux rapidement, des paillettes s'envolant de ses cils comme des confettis armés. Je pensais que quelqu'un s'introduisait. J'ai vu la porte s'ouvrir. J'ai haussé un sourcil. Et ton premier réflexe a été d'ouvrir mon tiroir à 2 heures du matin. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis l'a rouverte. Ce n'est pas ce qu'il semble. Oh, bien, ai-je dit en me levant. Parce que ce qu'il semble, c'est que tu entres par effraction dans ma chambre pour me voler. Je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas. J'étais juste. Elle a reculé d'un pas, des paillettes s'envolant d'elle comme de la poussière de fée à chaque mouvement. Juste quoi, Brooke? Je me suis rapproché maintenant, plus calme que prévu. Chercher de l'aspirine? D'autres coussins à admirer. Peut-être un testament de rechange et une procuration pendant que tu y es. Ses yeux se sont plissés. Tu m'as tendu un piège. Oui, ai-je dit simplement. Je l'ai fait. Et j'ai pris mon téléphone sur la table de chevet. Mais je ne suis pas celle qui a passé un appel téléphonique de minuit pour cambrioler ma propre sœur. La bouche de Brooke s'est ouverte en grand. Tu m'as enregistré, siffla-t-elle. J'ai sorti le mémo vocal. Sa voix s'est répandue dans la pièce en stéréo obsédante, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je prendrai la clé demain soir. Nous pourrons vendre les documents si rien d'autre. Brooke a secoué la tête comme si elle pouvait effacer cela. Tu ne comprends pas, Sienna. J'étais désespéré. Travis a des ennuis. Je dois de l'argent à des gens, des vrais gens. Tu dois de l'argent, ai-je répété. Alors ta solution a été de me cambrioler. Des larmes lui sont montées aux yeux, mais n'ont pas atteint sa voix. Tu as tout. Je n'ai rien. J'ai tout parce que j'ai travaillé pour ça, ai-je rétorqué. Parce que je suis resté quand tu es parti. Parce que j'ai payé les factures quand tu as disparu. Parce que j'ai grandi pendant que tu continuais à jouer à faire semblant. Elle a tressailli légèrement. Brooke, ai-je dit doucement. Tu n'as pas seulement essayé de voler mon argent. Tu as essayé de transformer ma maison, ma paix, en une manne financière. Le silence s'est étiré entre nous. Et puis son visage s'est durci. Je ne pensais pas que tu te défendrais, a-t-elle dit amèrement. J'ai hoché la tête. C'est votre erreur. Vous pensiez que j'étais toujours la même sœur qui vous couvrirait. Elle a baissé les yeux vers elle-même, couverte d'or et d'argent, humiliée, acculée. Je m'en vais, a-t-elle marmonné en passant devant moi. Laisse la clé sur le comptoir, ai-je dit doucement. Elle s'est retournée, les yeux brillants. J'espère que ça en valait la peine, faire un spectacle de ta propre sœur. Je n'ai pas répondu car la vérité était que ce n'était pas un spectacle. C'était un miroir. Et elle s'est enfin vue. La porte d'entrée a claqué plus fort qu'il ne le fallait. Le silence qui a suivi était épais. Pas paisible, mais assommé. Le genre de silence qui s'installe après qu'une bombe a explosé, une fois que toutes les paillettes sont retombées et que vos oreilles bourdonnent encore de ce que vous pensiez être de la famille. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je suis resté dans le couloir à regarder la trace que Brooke avait laissée derrière elle. Pas seulement les paillettes dorées sur le sol ou les marques de chaussures sur la plinthe, mais les marques plus profondes et plus silencieuses, celles qu'on ne peut pas aspirer. Elle n'a même pas pris sa valise. La fausse clé était toujours dans le tiroir, légèrement tordue par la force de sa prise. J'ai fermé le tiroir doucement et éteint la lumière du plafond. Le témoin lumineux de la caméra clignotait en rouge, signalant que l'enregistrement était terminé. J'ai tendu la main, l'ai éteinte et l'ai glissée dans son étui en velours comme un chirurgien terminant une opération propre. En bas, je me suis versé un verre d'eau, les mains plus stables qu'elles n'auraient dû l'être.
L'adrénaline était passée. Puis est venue autre chose. Le deuil, peut-être. Ou la prise de conscience que je n'avais pas seulement tendu un piège à ma sœur. J'avais confirmé qui elle était vraiment. Et pire, j'avais raison de le faire. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment, à écouter le son de sa voiture ou le texte inévitable, ou peut-être même une dernière insulte lancée depuis l'allée, mais rien n'est venu. Au lieu de cela, vers 3h30 du matin, mon téléphone a vibré. Un seul message a illuminé l'écran: « Brooke, tu t'es toujours cru meilleur que moi. Tu l'as finalement prouvé. » J'ai regardé les mots pendant une minute complète avant de supprimer le message. Il ne s'agissait pas d'être meilleur. Il s'agissait de ne plus être aveugle. Au lever du soleil, sa valise avait disparu. Je n'ai jamais entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je n'ai jamais vu la voiture, mais elle était partie. Avec les derniers morceaux de la version de Brooke que j'aimais autrefois. Plus tard dans la matinée, je me suis retrouvé à nouveau devant la commode, sans l'ouvrir, juste en la regardant. Les paillettes s'accrochaient toujours au tapis autour de sa base comme de la neige qui refusait de fondre. J'ai envisagé de tout aspirer, mais quelque chose m'a arrêté. J'ai laissé un patch, juste un scintillement près de la jambe de la commode, intact. Un rappel, pas de la trahison, mais du moment où j'ai choisi d'arrêter de trouver des excuses pour les gens qui rendent votre gentillesse en armes. Du moment où j'ai réalisé que l'amour ne signifie pas sacrifice quand tout ce qu'il vous rapporte, ce sont des silences, des secrets, et un tiroir plein de mensonges. Ce jour-là, j'ai changé les serrures. Pas par peur, par liberté. Le premier week-end après le départ de Brooke, je m'attendais à ce qu'elle revienne. J'avais imaginé le bruit des pneus dans l'allée, son coup à la porte, léger mais pressant, suivi de la voix familière. « Sienna, pouvons-nous simplement parler ?» Mais cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, j'ai reçu un message vocal de notre tante Valérie. « Brooke dit que tu l'as mise à la porte au milieu de la nuit, que tu l'as tendu un piège et que tu l'as humiliée. Que se passe-t-il » Je n'ai pas rappelé parce que si Brooke racontait toujours des histoires, cela signifiait qu'elle essayait toujours de contrôler le récit, ce qui signifiait qu'elle n'avait rien appris. Je n'étais plus intéressé à corriger les mensonges. J'étais intéressé à faire respecter les limites, et j'apprenais que cela avait un coût. Il est étrange que personne ne parle du deuil qui accompagne la protection de soi. Nous parlons de guérison, de clôture, de se couper de la toxicité, mais nous ne parlons pas de la douleur sourde qui persiste quand on fait la bonne chose. Et ça fait toujours mal comme l'enfer. J'avais toujours cru que les conséquences étaient pour les étrangers, pour les gens qui blessent les autres, pas pour quelqu'un qui avait autrefois tenu ma main à l'enterrement de notre mère, pas pour la sœur qui me tressait les cheveux avant l'école. Mais la vérité est que la famille n'annule pas la conséquence. Elle n'accorde pas d'immunité face à la responsabilité. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Brooke. Juste une ligne: « J'ai laissé mes bottes préférées dans ta chambre d'amis. » J'ai regardé l'écran, puis j'ai tapé: « Elles sont dans le placard de devant. Viens les chercher pendant la journée. » Je ne serai pas à la maison. Pas de smiley, pas de chaleur, pas d'invitation à converser, juste de la logistique. Elle les a ramassés l'après-midi suivant, discrètement. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas laissé de mots, mais les bottes ont disparu. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Parfois, la nuit, je pense encore à ce qui se serait passé si je n'avais pas tendu ce piège. Si elle avait trouvé la vraie clé. Si je m'étais réveillé devant un coffre-fort vide et sans preuve, sans enregistrement, sans mémo vocal, juste la réalisation insupportable que quelqu'un que j'aimais avait violé ma confiance et m'avait laissé avec rien que de la confusion. Aurait-elle avoué, menti, laissé un mot collant disant « désolé » ou m'aurait-elle regardé dans les yeux au petit déjeuner et aurait fait semblant que tout allait bien? J'essaie de ne pas trop m'attarder là-dessus parce qu'au final, je n'ai pas perdu d'argent. Je n'ai pas perdu de biens. J'ai perdu une version de ma sœur que j'avais inventée, la version à laquelle je m'accrochais longtemps après qu'elle ait cessé d'être réelle. Et quand les mensonges scintillaient sur sa peau sous la lumière de la chambre, j'ai enfin vu la vérité. Parfois, aimer, c'est donner à quelqu'un toutes les chances de bien faire. Et quand il ne le fait pas, c'est le laisser affronter les conséquences seul. 3 mois plus tard, la maison semblait enfin calme de la bonne manière. Plus besoin de vérifier les serrures 2 fois. Plus d'écoute de la ventilation. Plus besoin de se demander si les questions au dîner cachaient quelque chose de tranchant. Juste le silence. Un silence honnête. J'avais réaménagé la chambre d'amis, pas parce que j'avais besoin d'effacer Brooke,
mais parce que j'avais besoin de me réapproprier l'espace. De nouveaux rideaux, de la nouvelle literie, une petite plante en pot qui ne se souciait pas de qui y avait dormi auparavant. Un samedi matin, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai trouvé une petite enveloppe sur le paillasson. Sans timbre, juste mon nom en écriture de Brooke. À l'intérieur, une courte note, j'ai fait une erreur. Je sais que je ne peux pas la reprendre. J'espère qu'un jour tu te souviendras plus que des paillettes. B. Je suis resté là un long moment, tenant la note dans mes deux mains. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne justifiait rien. Elle ne demandait même pas à revenir. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était un miroir, finalement tenu devant elle-même. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai simplement glissé la note dans un tiroir. Pas celui avec le piège à paillettes, mais un tiroir calme près de la cuisine avec de vieilles photos et des cartes postales délavées. Un tiroir réservé aux choses qui comptaient autrefois et qui pourraient compter à nouveau un jour. Pas aujourd'hui, mais un jour. Ces jours-ci, je me réveille tôt et je prépare du café sans regarder par-dessus mon épaule. Je vais au travail. Je lis à la fenêtre. Je ris plus fort. Je dors plus profondément. Et de temps en temps, quand le soleil frappe juste comme il faut, j'aperçois un léger scintillement de paillettes incrustées profondément dans le tapis près de ma commode. Je pourrais le nettoyer. J'ai essayé, mais une partie de moi est contente qu'il soit toujours là. Pas comme une tache, mais comme une signature, la preuve que j'avais vu venir. La preuve que je ne l'avais pas laissé me détruire. La justice ne vient pas toujours enveloppée dans des affaires judiciaires ou des excuses. Parfois, elle arrive dans le silence, dans des limites claires, dans une clé de moins distribuée. Et parfois, la justice scintille.